Et je voudrais dire que je suis très content d'être ici, invité par les organisateurs et par Florent Gétro. Et je voudrais vous parler exactement d'un chapitre très important de la imagination du son de la musique espagnole du passé à la fin du XIXe siècle. Le 11 octobre de 1892, Felipe Pedrell a donné à l'Athénée de Barcelone une conférence intitulée « Notre musique au XVe et XVIe siècle ». Cet acte a été un des moments clés d'un cycle de 12 conférences organisées à l'automne de 1892 par l'institution barcelonaise, au cours desquelles des sujets aussi divers que le droit politique catalan, l'influence de la découverte dans l'industrie et le commerce, la sculpture italienne et espagnole du XVe siècle, la civilisation primitive d'Amérique, la peinture gothique, la figure de Christophe Colomb, la Barcelone de 1492, la poésie du XVe siècle et la médecine espagnole de ce siècle. Parmi les 12 conférences, c'est sans doute celle de Pedrell qui a eu le plus d'impact public. Prononcée à la veille du 12 octobre, l'ensemble de son contenu a été publié à La Vanguardia le lendemain, occupant plusieurs pages du prestigieux journal. En outre, la conférence a fait l'objet de diverses critiques et commentaires dans les quotidiens de Barcelone. La célébration du 4e centenaire de la découverte de l'Amérique a lieu à un moment où la culture catalane subit des changements très importants. Quelques années auparavant, à l'occasion de l'exposition universelle de 1888, on avait inauguré le monument à Colomb, un ensemble sculptural qui associe le geste mémorial à l'exploit technique de l'ingénierie, avec une colonne de plus de 60 mètres édifiée au commencement du boulevard de la Rambla. Comme il a été noté, en 1888, l'exaltation catalane de Colomb se produit sous le signe de la modernité. L'explorateur est justifié en tant qu'héros romantique et entreprenant qui unit l'identité méditerranéenne catalane à la dimension impériale transatlantique. 4 ans plus tard, l'atmosphère a considérablement changé. L'éloignement est patent à Barcelone par rapport aux événements de la célébration de Madrid. À Madrid, la figure de Colomb est exaltée comme figure d'une hispanité liée à la religion et à la langue castilienne en 1892. Le discours inaugural de la série de conférences de Barcelone a été prononcé par le directeur de l'Athénéum, Josep Yxart, éminent critique théâtral et l'une des figures intellectuelles les plus intéressantes du paysage culturel catalan de la fin du siècle et personnalité avec des liens étroits avec les musiciens du théâtre tels que Felipe Pedrell. L'esprit critique d'Yxart apparaît dans sa brève mais importante introduction lorsqu'il souligne ce qu'il appelle le paradoxe du centenaire, dans lequel, et je cite, « est devenu plus intéressant que le même événement historique qui est célébré, la manière et la forme de la célébration. » Je n'ai pas l'intention aujourd'hui d'approfondir le contexte culturel et politique de ces conférences, mais il est important de le prendre en compte afin de comprendre l'importance de la conférence du compositeur et musicologue Felipe Pedrell, dont je vais vous parler. Yxart souligne tout à fait l'excès de commémoration dans les innombrables congrès déjà organisés tout au long de l'année et propose par sa part une approche critique de la commémoration historique, non pas comme une célébration du passé, mais comme un dialogue critique avec les présents. Et je cite une fois plus, « Chaque fin de siècle coïncide avec le travail de décomposition est un autre travail de renouvellement simultané. »
Donc Ichard parle d'un renouvellement dialectique conçu comme un nouveau départ. Non? La décadence est aussi un départ. La réflexion de Ichard montre clairement une alternative au temps général des commémorations de 1892, qui avait privilégié les interprétations de la découverte qui suivaient les directrices conservatrices de la mission religieuse de l'Empire espagnol. Cette interprétation s'oppose à l'idée de considérer 1492 comme le début symbolique de la modernité européenne, idée déjà présente dans les années 1880. La conférence de Pétrel a lieu, comme je disais, la soirée d'honneur de la série de conférences. La veille du 12 octobre. Le 12 octobre, le journal La Vanguardia consacre 2 pages et demie à la reproduction presque complète du contenu de la conférence. Les exemples musicaux de la soirée ont été interprétés par un petit ensemble d'instruments, double quatuor à cordes, harpe, 2 flûtes et harmonium, un groupe de 14 chanteurs dirigé par Antonio Nicolau, une personnalité de la culture musicale de Barcelone du fin du siècle. Étant à Niort, la patrie de Bustolbeck, je ne peux pas passer sous silence la circonstance que parmi les instrumentistes qui accompagnent les exemples de la conférence, il y a un musicien appelé Casals, qui correspond certainement au célèbre violoncelliste. La conférence de 1892 était structurée en 4 sections. Entre la 2e et la 3e section, il y a une petite pause, chose rare dans une conférence, mais habituelle dans les concerts. Comme on peut le voir à l'image, le programme de main de cette conférence concert, les sections étaient les suivantes: art religieux, art de la cour, musique populaire et danse ancienne espagnole. On peut également voir comme le programme a distingué dans une colonne les parties du discours du conférencier, la conferencia, et dans l'autre, à droite, la colonne de ce qu'on appelle les illustraciones musicales, illustrations musicales. Nous avons aucune information visuelle sur la conférence, mais cette gravure de 1887, représentant une conférence-concert à l'Athénée de Madrid, peut nous donner une idée de la disposition de ce type d'événement. L'orateur, avec son texte assis devant une petite table, et les musiciens à l'autre, prêts pour les différentes interventions musicales. Dans ce cas, seul le public masculin appartenant à l'Athénée apparaît dans la gravure. Mais nous savons que de nombreuses femmes ont assisté à ces événements placés dans les tribunes de l'amphithéâtre. Pour Barcelone, le nombre de participants à la conférence de Pétrel a été environ de 400 personnes, bien que l'impact public était beaucoup plus important grâce à la publication du texte de la conférence dans la presse et aussi de beaucoup des autres commentaires et critiques qui ont suivi la conférence. Si nous examinons les œuvres interprétées, nous trouverons 3 œuvres consacrées à la musique religieuse, un psaume latin, un falso bordone à 4 voix, et 2 pièces interprétées dans le cadre de la liturgie de Noël, le chant de la Sibylle, une version castillane à 4 voix et une version monophonique catalane, accompagnée dans ce cas d'un alto et d'un violoncelle. La partie consacrée à la musique de cour est la plus large, avec 5 morceaux. 4 sont des pièces polyphoniques en castillan, à 3 et 4 voix, avec des instruments doublant le parti vocal. Et l'une d'entre elles, Paseabas el Rey Moro, est pour voix seule, accompagnée de flûte, alto, violoncelle et harpe. La section qui commence la deuxième partie de la conférence est composée de 2 pièces que Pétrel présente comme 2 belles mélodies populaires. Ce sont 2 exemples tirés d'un traité théorique imprimé en 1577, le célèbre de Música de Salinas. Ce sont 2 mélodies harmonisées par Pétrel
l'une avec flûte, alto et harpe, la seconde avec quatuor à cordes avec sourdine qui accompagne la voix solo. L'impact de la conférence concert de 1892 fut significatif. Strictement, il ne s'agit pas de la première conférence concert sur un thème historique, mais bien la première dont l'influence va au-delà de l'érudition. Par exemple, l'acte organisé à l'Athénée de Madrid le 18 mars 1887 sur la musique profane espagnole du XVIe siècle, dont nous avons vu l'image, reste un acte académique savant sans la transcendance publique et esthétique de 1892. Que s'est-il passé? Comment expliquer ce changement? La réponse réside dans un objet de dimension modeste trouvé en 1870 dans le Palais Royal de Madrid. C'est un petit manuscrit de 261 folios, le célèbre Cancionero Musical de Palacio, le chansonnier du palais, qui contient plus de 400 petites compositions musicales du XVe et du début du XVIe siècle, la plupart d'elles en langue castillane. Le compositeur espagnol Francisco Barbieri, célèbre auteur de théâtre du XIXe siècle, a mis exactement 20 ans à compléter la transcription et l'édition complète de cette source fondamentale. Son travail, excellent du point de vue des critères d'édition monumentale de l'époque, était conçu comme une passe-temps érudit, un hobby horse, exercé pendant les pauses de l'activité principale du compositeur. Il est intéressant de noter que Barbieri était très peu intéressé par le coût de la musique qu'il transcrivait. Dans l'ample correspondance avec Barbieri qui est préservée, il n'y a qu'une allusion sonore à la musique du cancionnaire musical de Palacio. Il n'a pas non plus annoncé son travail à l'avance, de sorte que la publication de la musique de cette source en 1891 a été une véritable sensation. Le mérite de Pedrell est d'avoir immédiatement réalisé le potentiel musical, et pas seulement archéologique et documentaire, de cette nouvelle édition. En fait, la moitié des pièces de la conférence de 1892 provient justement du Cancionero. En plus, il constitue avant tout l'élément fondamental du discours historico-musical. 2 des 3 morceaux de la première section, art religieux, et 4 des 5 de l'art de cour sont de ce recueil de chansons. Et c'était la part fondamentale aussi de son exposé historique. À la fin des années 80, l'idée d'utiliser la musique historique pour les commémorations nationales espagnoles, leur lieu de mémoire, avait commencé à se répandre. Si auparavant la célébration sonore était symbolisée par une cantate festive ou un morceau d'orchestre contemporaine à la commémoration, la musique était désormais conçue en termes de patrimoine historique. Ainsi, le compositeur Eduardo Ocon écrivait à Barbieri de la ville andalouse de Malaga en juin de 1887. Je cite de cette lettre. En cette ville, Malaga, le 4e anniversaire de la Reconquête sera commémoré le mois d'août, avec des célébrations d'une certaine importance. Pour ma part, je souhaite contribuer en préparant du matériel pour un concert de musique ancienne du XVe siècle et si possible de compositeurs espagnols. Mais j'ai besoin de vos conseils pour former un programme musical historique et personne autre que vous ne peut le donner. Ocon à Barbieri, non? Il est fort possible qu'Ocon avait déjà entendu parler de l'édition de Barbieri ces dernières années, mais le plus intéressant est de voir comment sa lettre montre clairement le changement d'attitude vers la musique du passé. À notre connaissance, l'initiative d'Ocon n'a pas eu succès en attendant le répertoire qui sera publié seulement en 1891. Mais la fortune de la conférence de Pedrell ne réside pas seulement dans la partie musicale, mais elle s'attache aussi à son discours
historique. Pedrell avait vendiqué le patrimoine musical historique espagnol un an auparavant, en 1881, dans un pamphlet titulé Por nuestra música, pour notre musique, un texte qui a eu une influence extraordinaire sur la culture musicale espagnole de la fin du siècle. Dans ce texte, son auteur, Pedrell, au milieu d'une adaptation quelque peu confuse des lieux communs de la philosophie de l'histoire musicale de Richard Wagner, avait plaidé pour la relation intrinsèque entre ce qu'il nommait la chanson populaire personnalisée, propre à chaque peuple, et la musique savante. À cette époque, la musique accessible de la Renaissance espagnole, par exemple dans l'anthologie des pièces sacrées La Lira Sacra Hispana du milieu du XIXe siècle de Hilarión Eslava, était un répertoire tout appartenant à la polyphonie religieuse du VIe siècle. Une musique qui utilisant les textes latins de la liturgie et les techniques scientifiques du contrepoint, symbolisait l'universel, pas le national. En fait, le Moyen-Âge catholique et le commencement de la conférence de Pedrell est présenté justement comme le contraire de la modernité individuelle, nationale, qui commence à émerger pour Pedrell au long du XVe siècle, ou à la fin du XVe siècle. Et notamment, c'est l'importance aussi qu'il donne à Palestrina est tout à fait connectée avec Wagner. Non? Vous reconnaissez ici probablement, c'est un peu plus tard, 1908, le Palau de la Música de Barcelona, non? Avec les 4 bustes qui sont essentiels, non? Dans l'idée de l'histoire de la musique de Wagner, non? Palestrina, Bach, Beethoven et Richard Wagner. Ce que Pedrell cherchait était un répertoire espagnol profane qui pourrait soutenir son idée du développement historique de la musique espagnole. L'édition du Cancionero est en particulier les chansons polyphoniques de Juan de la Encina, n'ont pas seulement été pour Pedrell une révélation miraculeuse de la profonde vérité de ses convictions esthétiques, mais ont également été à la base d'un concept de musique espagnole qui était aussi ceux de Manuel de Falla au XXe siècle. Cela explique aussi le type d'interprétation pratique proposé pour les pièces illustrant la conférence. D'une part, ce sont des documents, ainsi ils sont appelés dans la conférence, de la même manière que Fétis, par exemple, parlait de spécimens, non, pour les exemples dans les concerts historiques. Ces pièces de preuve dont on donne au public toutes les données bibliographiques et biographiques pour persuader l'auditoire de leur origine longtemps historique et authentique. Mais ils sont aussi la preuve sonore, ou doivent être la preuve sonore d'une essence musicale intemporelle et doivent donc émouvoir immédiatement l'auditeur espagnol. C'est pourquoi les arrangements mettent à jour, actualisent même les mélodies les plus anciennes. Pedrell a édité par exemple une version d'une des exemples de sa conférence, le chant de la Sibylle en catalan, avec un accompagnement parfaitement tonal pour l'orgue ou harmonium, avec ses accords de septième de dominante, etc., dans une revue largement diffusée telle que la Ilustración Moderna, qui avait l'habitude d'éditer de danses faciles pour piano dans son supplément musical. Pedrell clôt précisément la conférence avec ce qu'il appelle la morale de la soirée, morale qui résume parfaitement cette idée dans laquelle la vision wagnérienne résonne clairement. Je cite, « L'avenir de notre musique à une époque comme la nôtre, où la soi-disant musique de l'avenir est déjà glorieusement présente, doit suivre cette direction du passé, car dans ces documents comme ceux que vous avez entendus ce soir, habite l'idéal de notre puissance originelle, la plénitude d'inspiration qu'un jour doit nous apprendre à chanter à la manière de notre art. » En ce qui concerne la présence de la musique ancienne espagnole, la conférence de 1892
était donc un événement historique. Premièrement, il a commencé en cycle de 15 conférences-concerts que Pedrell a organisé entre 1892 et 1899, d'abord à Barcelone, puis à Madrid, après son transfert dans la capitale de l'État en 1814. Deuxièmement, il est lié à une série d'initiatives éditoriales postérieures très importantes, telles que les 8 fascicules de la Hispania Scola Musica Sacra, publiés entre 1893 et 1897, qui, rappelant aux initiatives de Charles Borde et de ses chanteurs de Saint-Gervais, élargiront l'idée des essences populaires de 1892 avec la polyphonie sacrée et la musique d'orgue. Si dans le cas de Pedrell, la récupération de la musique ancienne venait actualiser un passé longtemps mais intemporel dans sa vérité musicale essentielle, le XXe siècle verrait apparaître ce que Hermann Danusa a appelé le mode interprétatif historique reconstructif, c'est-à-dire une modalité d'interprétation qui ne prend pas sa référence à une tradition musicale vivante, à une mémoire qui actualise ou adapte la musique historique au présent, mais au contraire imagine un passé inconnu qu'on doit récupérer ou ressusciter en dehors de la tradition. Les diverses visites de Wanda Landowska en Espagne entre 1905 et 1912 représentent parfaitement ce mode d'interprétation en opposition à d'autres musiciens tels que Joaquin Nin, un pianiste éditeur très influent des années 1920 à travers ses anthologies de musique historique espagnole de la maison Max Eschig à Paris, qui développait le type d'interprétation instauré par Pedrell. En 1936, à Barcelone, au congrès de la Société internationale de musicologie, l'importance de la nouvelle modalité d'interprétation était évidente. Le groupe Ars Musicae, fondé en 1935 par Josep Maria Alemanya, a donné des concerts du même répertoire que ceux de 1892, mais cette fois on renonçait aux harmonisations actualisantes et ont commencé progressivement à chercher l'interprétation de cette musique avec des copies d'instruments historiques. C'est précisément d'Ars Musicae, du magistère du musicologue Higino Anglès, l'organisateur du congrès de la Société internationale de musicologie à Barcelone, que de grandes personnalités de l'interprétation historique comme Jordi Savall prennent ses premiers repères. Si les critères d'interprétation sont bien différents, il faut souligner aussi la continuité de répertoire et même d'esthétique avec l'œuvre de Pedrell. Le répertoire est essentiellement le même et l'idée de la relation avec le populaire est aussi bien présente, par exemple dans le choix de la percussion et les pratiques d'instrumentation des partitions anciennes. Je voudrais finir avec une observation sur l'importance des objets dans cette histoire de l'imagination du son du passé. Je crois particulièrement pertinente étant dans un musée où nous avons vu aussi ici, ce sont des concerts qui sont faits aussi à une bibliothèque, à partir de l'archive de la Bibliothèque de Catalunya. En fait, l'entreprise de Pedrell pourrait se raconter du point de vue de la présence et de l'absence des objets. La présence d'un objet comme le manuscrit du Cancionero Musical de Palacio nous donne l'occasion de réfléchir sur les fonctions changeantes des objets. L'utilisation musicale de cet objet au XVe et XVIe siècle, l'inscription progressive des pièces dans le Cancionero, la thésaurisation à la bibliothèque royale d'un objet devenu inutile, évidemment inutile entre guillemets, la catalogisation en 1810
les pratiques érudites de Barbieri et finalement l'utilisation sonore pratique à partir de 1892. L'objet souffre de transformation, bien sûr, mais offre aussi une résistance à ces nouvelles pratiques. C'est un objet d'un passé, d'un autre passé, d'un autre monde. Objet visible chargé de signification. Par contre, il y a une absence claire dans le concert de 1892. Les instruments. Aucun effort est mené par Pedrell en direction de la documentation et récupération des pratiques instrumentales et des instruments anciens. Les cas plus éclatants, c'est la vihuela, protagoniste importante du répertoire espagnol de la Renaissance. Les premiers éditeurs des imprimés pour vihuela ne se sont intéressés pour une récupération pratique de l'instrument qu'ils donnaient pour perdu. C'est justement en 1936 qu'Émilie Pujol a pu faire connaître dans un concert organisé par le Congrès de musicologie le son d'une reconstruction moderne de l'instrument, inaugurant de cette manière une nouvelle époque à l'imagination sonore du passé musical espagnol. Merci pour votre attention.